Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le 3 avril et c'est le point Marseillais qui revient avec une vidéo sur le point précis de la saison globale. On va dire qu'on a vécu une saison où il y a eu beaucoup de tensions, de discorde. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Saison de discorde. Les amis, quels objectifs, quelles ambitions d'ici la fin de saison avec les supporters d'un côté, la direction de l'autre et des supporters dans tout le monde entier, voilà, qui ne vivent peut-être pas sur Marseille, mais qui sont aussi supporters, les amis, on va en parler, parce qu'on va parler bien sûr de la polémique du tifo, on va parler du match à venir face à Lille, parce que c'est très important de parler du sportif aussi, des absences qu'il y aura en défense, des présences qu'il y aura en défense, et d'autres points précis, vous savez comment ça fonctionne sur le point marseillais. D'abord, les amis, si vous voulez me donner de la force sur la chaîne, n'hésitez pas, le petit like, ça fait toujours plaisir, c'est comme ça qu'on référence les vidéos. Le petit commentaire en dessous, si ça te plaît, n'hésite pas à donner un propre avis, ton propre avis sur tout ce que tu veux. Voilà, la température de chez toi, ce que tu veux, tu me regardes aux toilettes, tu me regardes dans le salon, sur une tablette, sur un téléphone. N'hésite pas et n'hésite pas par derrière. Salut à toi Fada. Allez, j'envoie quoi les amis sur l'introduction. Allez, nous commençons par quoi? Ceux qui le savent, les anciens le savent bien sûr, c'est quoi? L'éphéméride bien sûr. Alors l'éphéméride du 3 avril, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 anciens olympiens qui sont nés le 3 avril. Et nous avons un ancien qui n'est pas si ancien, c'est Romain Alessandrini qui a 35 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire à toi Romain. Jean-Pierre Alex qui a exactement 86, 7 ans. 87 ans, bon anniversaire à toi Jean-Pierre. Et Georges Bobic aussi, 87 ans exactement. Ensuite Zouma Nakamara, voilà, qui est passé par les Parisiens, par les Puputes aussi, qui a désormais 45 ans, pardon. Zouma Nakamara, bon anniversaire à toi. Jean Etchepar et Jean-Claude Guidi, bon anniversaire à toutes ces personnes. Bon anniversaire à toi qui est né donc le 3 avril. N'hésitez pas, ceux qui sont nés le 3 avril, à le dire dans les commentaires, qu'on vous le souhaite tous ensemble. Et aussi une autre chose, bonne fête à tous les Richards, c'est la Saint-Richard aujourd'hui. On enchaîne avec quoi les amis? On enchaîne directement avec le sujet principal, c'est les supporters qui étaient présents à 66 046. Voilà, donc ça fait déjà 2-3 jours que le match est passé, c'est pas grave, mais on va le souligner quand même qu'on a battu le record. L'ancien record daté du match contre Paris l'année dernière, la défaite, on va pas dire le score, 65 894 a été battu et on est à 66 046 supporters pour le Vélodrome. Bravo à eux et GG à tous les supporters. Maintenant, parlons des choses qui fâchent. La commission de discipline de la LFP va sûrement sanctionner. Je l'avais dit quand j'ai commenté le match en direct. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je commente aussi les matchs en direct de l'Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille a été convoqué mercredi prochain par la commission de discipline de la LFP pour le spectacle pyrotechnique survenu avant au MPG. Vous avez vu les tirs de mortier, les feux d'artifice. Voilà, je l'avais dit en direct, on va avoir une belle sanction. Je pense que tout le virage va être suspendu à huis clos ou pas loin, juste la partie qu'on va lancer. Et vous verrez précisément sur la Provence qui précise justement quelle partie sera suspendue. Survenu donc avant l'OM-PSG, l'instance attend de voir de potentielles identifications et des mesures prises par le club qui risquent un huis clos partiel ou une amende importante. Peut-être même les deux, hein. Je vais vous dire, on va peut-être avoir le huis clos partiel, donc une partie du virage, et aussi une amende en plus, à mon avis. À mon avis. Allez, je vous précise la chose du côté de la Provence. Donc, il nous précise plus précisément, voilà, c'est beaucoup de préciser, que c'est les CU84, donc les ultras, voilà, du virage sud, qui vont être sûrement suspendus. Normalement, leur partie, leur zone devrait être fermée. Si la commission de discipline punit d'un huis clos partiel les pionniers des groupes ultras en France, ce sera la deuxième fois cette saison après le OM Rennes du 3 décembre. Cette fois en raison d'un craquage des fumigènes le soir de la réception de Lille. D'autres associations de supporters ont subi la même punition contre Strasbourg et toutes les autres groupes aussi ont été suspendus. Voilà plus précisément, ça sera normalement le groupe des ultras, les CU 84 qui devrait être suspendu à huis clos. Donc le virage sera la partie basse toute vide contre le match d'après 10 avril. Je ne sais plus c'est contre qui, n'hésitez pas à me dire. Peut-être contre Nice ou alors juste après contre Lens, peut-être la réception. Dites-moi, je ne me rappelle plus sur le calendrier, mais en tout cas, c'est à vous de regarder, les amis.
Et on enchaîne maintenant avec le sujet, un des sujets principaux de cette vidéo. Je ne vais pas trop m'étendre, mais je vais vous donner mon avis. Je voulais plus m'étendre dans la vidéo d'hier, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors, une enquête a été ouverte par la direction de l'OM pour connaître la raison de la validation de ce projet au sein du club. On parle du tifo, du fameux humoriste Redouane Bougueraba, si je dis bien le nom, excuse-moi en tout cas si j'écorche ton nom. Pablo Longoria n'était pas au courant de cette initiative et confie avoir été stupéfait et très agacé de ne pas avoir été ni consulté ni tenu au courant du tifo en Ghané. Pablo a vécu ça comme un manque de respect envers l'histoire du club et un manque de sérieux de professionnalisme. Donc c'est dans la partie Ghané, mais c'est les South Winners qui l'ont mis en place. Donc c'est RMC Sport qui nous dit ça et voyez le tifo, voilà, vous voyez le comique qui lève les bras. Ça fait la promotion de son spectacle qui se déroulera le 22 juin si je ne me trompe pas au Vélodrome. À jamais le premier, comme le premier humoriste à venir dans le stade Vélodrome, à faire le stade comble pour faire un spectacle d'humour. Je pense que ça fait une partie pour une pub et que ça fait aussi une partie pour un hommage à une personne qui est de Marseille. Voilà, donc ça aussi, on va le détailler plus précisément juste après. Alors, je vous montre la suite. Timothy EM officiel qui est un petit peu contre ce domaine-là. Il a caché le visage. C'est pas de ma faute, hein, c'est pas moi qui le cache. Le tifo réalisé par les South Winners, là, il tient à nous préciser qui a été au courant. Est-ce que le club a été au courant? A été validé par l'OM. Donc, l'OM a été averti depuis plusieurs semaines, notamment par Stéphane Tessier et son bras droit, Grégory Lamela. Deux proches collaborateurs de Pablo Longoria qui, lui, n'étaient pas au courant, selon ses dires en privé. Donc, apparemment, on était au courant dans le club par Stéphane Tessier, Grégory Lamela et peut-être d'autres, je ne pense pas qu'ils l'ont gardé pour eux, et Pablo Longoria n'était pas au courant. Voilà, on se tire un petit peu dans les pattes des deux côtés des supporters. Ça fait un moment, comme je vous l'ai dit, saison de Discord. Il y a eu la réunion du début de saison avec Marcelino qui est parti, la queue entre les jambes après. Ensuite, il y a eu une autre réunion en février où Rongier avait pris pour lui et d'autres personnes. Et les joueurs, c'était principalement les supporters et les joueurs. Et ça continue encore avec une petite Discord pour un tifo, pour un humoriste. Est-ce que c'est vraiment important de souligner ça? Moi, je vous parle de ça, mais pour moi, c'est pas important. Pour moi, ce qui m'importe avant tout, c'est quoi? C'est le sportif. On va en parler juste après parce que je vais taper un petit peu sur la direction, les amis. On va taper un petit peu sur la direction ensemble et vous allez me dire ce que vous allez en penser de ce que je vais dire juste après. Alors derrière, il y a Zeroual, donc le patron, le chef du groupe des South Winners qui nous répond « Depuis quand on doit rendre des comptes sur nos tifos ?» Et le feu d'artifice des Ultras, donc des CU, qui a gâché notre deuxième tifo, ou sur une banderole des fanatiques qui veulent se faire des bisous avec les Ultras parisiens. Il y aura une enquête? C'est une blague. Il nous répond du côté d'RMC. Là par contre, je suis un petit peu contre ces paroles-là, de taper sur les autres groupes de supporters. Il faut au bout d'un moment rester unis. On est tous supporters marseillais, on est tous dans le même stade, on va tous dans le même sens, on a tous les mêmes objectifs et les mêmes ambitions, c'est-à-dire gagner des trophées. C'est ce qu'on devrait avoir. Mais là, ça se tape un petit peu, peut-être pour des avantages à droite, à gauche. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est les a priori de tout le monde, les préjugés, comme on va en parler derrière. Parce que pour terminer ce sujet, je vais vous faire passer un message, un écriteau, donc un tweet qui a été écrit par Didier Roustan, le journaliste du côté de l'équipe, mais qui connaît un petit peu la maison marseillaise. Il a traîné dans les couloirs de l'Olympique de Marseille à l'époque de Bernard Tapie. C'est pas un perdreau de l'abri, comme on dit. C'est un vieux journaliste. Il a plus de 40 ans de vécu. Donc, il sait de quoi il parle. Et quand il nous parle de ça, et un petit peu, comment dire, j'allais rafraîchir, non, qui nous baisse un petit peu les tensions. Parce qu'il y a trop de tensions entre supporters, direction, propre au groupe. Même nous, du côté de ceux qui regardent du côté de la télé, on va à l'encontre des supporters qui sont les propres à être dans le stade et à encourager nos joueurs. Voilà, les joueurs, c'est le principal. Pour moi, c'est le sportif qui compte avant tout. Et là, ce qu'il nous dit là, c'est très important. Regardez ce qu'il nous dit. Voilà ce que m'inspirent certaines réponses. Agressives parfois, déplacées à l'occasion, débiles de temps en temps. Suite à mon tweet de ce matin, si vous avez 30 secondes devant vous, la communication pourrait se résumer par cette phrase de Bernard Werber. Alors, je vous lis le tweet du matin. Effectivement, à gauche, vous le voyez, il y a marqué « J'avoue que je n'ai rien compris à ce tifo. Déjà, je croyais que c'était le gars un peu étrange qui casse les télés. Il voulait parler de Mohamed Eni. Après, on m'a dit que c'était un humoriste marseillais, donc Redouane Bougueraba. Ok, mais quel rapport avec le Classico? Un message subliminal? Bref, je ne piche toujours pas. Et là, je tiens à préciser, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, donc les South Winners ont voulu rendre hommage à l'un des leurs.
Voilà, donc parce que Redouane Bougueraba a été South Winners à l'époque dans sa jeunesse. Là, dorénavant, il est simple supporter de l'OM, mais de loin. C'est un humoriste. Donc, il doit se déplacer en France, peut-être en Europe, peut-être dans le monde, je ne sais pas en tout cas. Je connais pas trop l'envergure de cet humoriste. Je le connais de nom. Je l'ai déjà vu dans l'émission LOL, pour ceux qui connaissent, sur Amazon. N'hésitez pas à regarder. Il a terminé d'ailleurs... allez, je vous dis pas je vous spoil pas le résultat. Donc, ils ont voulu rendre hommage à l'un des leurs, un Marseillais en plus, pure souche, c'est-à-dire qu'il est né sur Marseille. Je crois qu'il est né peut-être à Marseille. Donc, je trouve que c'est une bonne chose, mais je trouve que le timing n'est peut-être pas bon. Voilà, donc il y avait d'autres choses à mettre en avant peut-être en ce 31 mars. Donc, Pape Diouf est décédé il y a 4 ans. Ça aurait été peut-être bien de faire un petit stifo aussi pour lui. Enfin bien, après, je ne vais pas dire ce qu'ils ont à faire les supporters. Ils ont raison de faire ce qu'ils veulent. Mais derrière, c'est peut-être pas le bon timing. Il y avait aussi Eric Guéretz qui est venu. On le savait quelques semaines, même quelques semaines à l'avance qu'il allait venir. Pourquoi pas lui faire un petit tifo? Et d'ailleurs, moi quand je regardais le match, quand j'étais en live, je vois sur mon écran, je vois un barbu et je me dis, tiens, on dirait Eric Guéretz dans sa jeunesse. Mais j'ai dit autre chose, j'ai dit, tiens, il me fait penser à Salah. Et c'était ni Salah, ni Eric Guéretz, ni Luis Gustavo comme certains ont cru, ni Mohamed Eni comme certains ont cru, c'était Redouane Bougueraba. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de vous? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que franchement c'est très important? Voilà. Est-ce que c'est très important? Il faut prendre certaines mesures et se concentrer, comme je vais l'aborder juste après, sur le sportif. Alors je termine un petit peu sur la vie de Didier Roustan et la phrase qui est très importante, juste là en rose. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous voyez, vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Et il a raison. À chaque fois, il y a des a priori sur certaines choses et parfois on ne veut pas comprendre, parfois on veut comprendre autre chose, effectivement. Ce que on voulez entendre, parce qu'on veut entendre autre chose, ce qu'il dit, voilà, ce que tu dis, ce que je dis. Et c'est vrai que c'est très important de le souligner, il y a plusieurs façons de ne pas se comprendre. La communication est très difficile parce que nous sommes remplis de préjugés, comme je vous l'ai dit. Par exemple, on a des préjugés avec Rachid Zeroual, le patron des South Sinners. On pense tous qu'il gratte un petit peu à la caisse, qu'il a des avantages à droite à gauche. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais c'est pas à nous de juger tant qu'on n'a pas des preuves. Moi, tant que je touche pas, tant que je l'ai pas devant moi, je suis comme Saint Thomas. Ce que je ne vois pas, ce que je ne crois pas. Parce qu'on comprend de travers et derrière, parce qu'on a des difficultés à s'exprimer et parce qu'on a des difficultés à écouter. Parfois, on n'arrive pas à écouter, parfois on n'arrive pas à comprendre et on ne se comprend pas. Et derrière, pour terminer un petit peu ce message qui est plutôt sympa, je ne le lis pas en entier, c'est que trop souvent, on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. Oui, parfois on n'écoute même pas les paroles. Parfois, moi-même, je le fais, je fais des erreurs comme ça. J'arrive à couper la parole des autres personnes, je ne l'écoute même pas et je veux juste pour répondre. J'écoute ce qui m'intéresse et derrière, je réponds. C'est pas ça comment on fonctionne quand on discute, quand il y a un dialogue. Et parfois, moi, je peux me tromper, mais on se trompe souvent. Et dans les réseaux sociaux, en plus, comme c'est souvent à l'écrit, c'est difficile de se comprendre. Donc là, les amis supporters marseillais, ne vous prenez pas la tête. Ça sert à rien de rentrer dans ce sujet-là. C'est pas le plus important pour moi. C'est vraiment une petite boutade. Pour moi, je voulais pas en parler, mais là, je vous ai abordé le sujet parce que, bon, ça commence à me péter les couilles de voir ça dans les réseaux. Je réagis jamais d'ailleurs. Moi, j'essaye pas de percer sur Twitter. Je ne veux jamais percer sur Twitter parce que je vois un petit peu les loustiques qui traînent. Et parfois, ça manque de compréhension, comme il le dit Didier Roustan. Donc, manque de compréhension, timing. Et voilà, donc tout est fait pour que ça se passe mal. Maintenant, on enchaîne avec quoi, les amis? Avec le sujet principal et la direction. Alors, la direction, voilà, donc maintenant, il faudrait se prendre en main, les amis. Voilà, la direction, les joueurs. L'Olympique de Marseille est un grand club. Voilà, l'Olympique de Marseille est le deuxième club en termes de budget. On va en parler juste après, je vais vous les montrer juste après. Et l'Olympique de Marseille est 7e quand même au classement. Est-ce que c'est normal de retrouver l'OM à 30 points pratiquement? Allez, j'ai dit 30, c'est trop large. Non, 23 points exactement de Paris, premier. Voilà. Est-ce que c'est normal que l'OM ne peut plus être champion à partir de la 27e journée? Voilà. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. L'OM devrait être à la course, devant les Brestois, devant Monaco, devant Lille, pour moi, pour ma part. Après, la normalité dans le football, c'est vrai, ça n'existe pas. La science exacte n'existe pas, n'est-ce pas, Christian? Mais est-ce que c'est normal qu'on se retrouve à ce niveau-là? N'oublions pas les ambitions qu'on avait en début de saison.
La direction l'a affiché haut et fort. On veut se qualifier directement pour la Ligue des Champions pour continuer un petit peu dans notre montée, nos ambitions précédentes sur les années précédentes. On a fait 2e, on a fait 3e. Il fallait rester sur le podium. Est-ce qu'on est sur le podium? Est-ce qu'on va atteindre ce podium? Si on regarde de près ce classement, regardez, il reste 7 rencontres. 7 rencontres, c'est 21 points. Bon, personne ne va prendre 21 points, peut-être Paris à la limite, mais les autres équipes ne prendront pas 21 points. Ceci dit, il y a quand même 11 points d'écart entre Marseille et Brest. Est-ce que vous pensez que l'OM peut revenir sur Brest? À mon avis, 11 points, c'est rédhibitoire en 7 rencontres. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible à moins qu'il y ait une dinguerie, il y a des blessures à tout va du côté de Brest et de nous, on récupère nos blessés, mais je n'y pense pas. Monaco. Monaco qui est une belle équipe, ils ont un bel effectif. Est-ce que vous pensez qu'on peut reprendre 10 points Monaco? Je ne pense pas non plus. Donc déjà, il ne reste plus qu'une place. Nos ambitions tiennent plus que sur une place. Les ambitions affichées par le club en début de saison, c'était le podium. Donc déjà, les ambitions en début de saison, elles sont déjà ratées. Mais les ambitions à partir de janvier, c'était la 4e place. Et je vais vous le montrer. Après, ici, voilà. Ce qu'il avait dit du côté de la direction, voilà, donc j'ai mis Longoria. Lors d'une réunion avec les représentants des groupes de supporters en ce début de saison, la direction du club a affiché un optimisme exagéré, assurant être convaincu que l'équipe allait terminer 4e barragiste de Ligue des Champions selon la Provence, et ça date du 23 janvier. Voilà, ça c'est le tweet de Seb Achout. Mais c'est très important de souligner parce que les ambitions et les objectifs ne vont pas être atteints. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que je veux bien que les joueurs qui n'atteignent pas les objectifs, on les vire, enfin on les vende, ceux qui sont mauvais. Par exemple, Vitinha a fait une année vierge, il a été mauvais, on l'a vendu, et d'autres joueurs encore. Mais là, la direction maintenant, qui a affiché ses ambitions en début de saison, je parle de, le premier qu'on peut parler, c'est lui, hein, c'est Pablo Longoria. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il va démissionner? Est-ce qu'il va continuer? Si l'OM termine 7e, l'OM n'est pas en Champions League. Non, on ne sera même pas en Coupe d'Europe, les amis. On ne sera même pas en Coupe d'Europe. On pourrait ne pas se retrouver européen. Parce que n'oublions pas, Lyon vient de se qualifier en finale de Coupe de France. Ils vont jouer en finale contre Rennes ou les Puputes, contre Paris. Si c'est Rennes ou même Paris, on s'en fout, et que Lyon gagne ou que Rennes gagne et qu'ils ne sont pas dans les places européennes de Ligue des Champions, l'OM, en terminant 7e, n'est pas européen. Pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Et qu'est-ce qui se passera auprès de la direction? Est-ce qu'ils prendront leurs responsabilités? Pour moi, oui, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités. Et ça fait quand même 3 ans qu'il est là. 3 ans sans trophée. Je veux bien le podium, c'est bien, voilà. Mais c'est la Ligue 1 quand même, il faut le souligner. Voilà, Ligue 1 fermeur, comme on dit. Qu'est-ce que vous en pensez de vous? Est-ce que Longoria doit partir si l'OM termine 7e et n'est pas en Europe l'année prochaine? Est-ce que pour vous, Longoria doit partir? Ça, c'est la question que je vous pose. Je ne vous passe pas la question pour McCourt, parce qu'on va en parler juste après. Et on va voir justement après pour le pognon. Et justement, le pognon, le budget du club olympien, il est de 270 millions d'euros. 270 millions d'euros, c'est le 2e en Ligue 1, derrière les Puputes qui sont à 700 millions. Donc ça n'a rien à voir, c'est 3 fois supérieur. Les 3e, c'est Lyon. Les 4e, on a Monaco. Et faites le compte. Là, vous avez Brest qui est 15e. Au classement, ils sont 2e. Donc, Monaco tient son rang. Monaco est 3e. Ils sont 4e budget et ils sont 3e au classement. L'OM est 2e au classement en termes de budget et 7e au classement. Voilà. Donc là, on ne tient pas notre rang. Lyon non plus ne tient pas notre rang. Mais on s'en fout de Lyon. Voilà. Donc, Lyon vont peut-être gagner un trophée pendant que nous, ça fait 12 ans qu'on ne gagne rien. Et oui, ça fait 12 ans déjà, 2012. Voilà, depuis que Deschamps est parti, on ne gagne rien. Et depuis que McCourt est arrivé, les amis, j'enchaîne justement sur ça. Ici, voilà, depuis que McCourt est arrivé, ça fait 8 ans, les amis. Alors, McCourt, est-ce que maintenant, il va s'intéresser au club? Parce que là, je pense que c'est le moment de vendre le club. Si on n'est pas en Coupe d'Europe, eh ben, ça va être difficile de faire remonter le club, de le vendre plus cher l'année prochaine. Voilà, donc c'est le moment peut-être de le vendre. Voilà, cet été-là, il faudrait le vendre, les amis. Et il faudrait peut-être remonter un petit peu nos ambitions parce que là, McCourt et Longoria, la paire que vous voyez là, ben, ils n'ont pas réussi leur projet. Le projet de Longoria, certes, il est sur 3 ans, mais celui de McCourt, ça fait quand même 8 ans déjà. 8 ans déjà, les amis. À l'époque, quand j'ai écouté la première fois que j'ai entendu McCourt rachète le club, j'ai entendu dire Jacques-Henri Hérault, qui était le président de l'époque quand il est arrivé, il avait dit oui, Agüero, oui, pourquoi pas. Agüero, on peut prendre des attaquants de ce calibre. Et bien, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Mitroglou. Ça a commencé de cette base. Maintenant, on se retrouve avec, malheureusement, des joueurs de Championship. Alors certes, ils ont du potentiel. Je parle de NDI, Sarr,
Des joueurs comme Garcia, est-ce que c'est franchement du calibre de l'OM, les amis? Onana, est-ce que c'est du calibre de l'OM? Quand on voit les recrues de Lyon cet hiver, c'est mieux que nous, sérieusement, les amis. Moumbagna, bon, j'attends de voir Moumbagna, je ne vais pas taper sur lui, on va attendre de voir certains joueurs. Mais au bout d'un moment, est-ce que c'est de la qualité de l'Olympique de Marseille d'avoir un Quentin Merlin en positif, enfin, en titulaire, voilà, un joueur qui n'a pas encore prouvé aussi. En défense, quand on a un blessé ou deux blessés, c'est fini, on va jouer bientôt avec des milieux de terrain. En attaque, on a un Aubameyang qui arrive à la retraite pratiquement, c'est peut-être lui notre meilleur joueur. Et on voit que les autres derrière, ils n'arrivent pas à marquer plus de 5 buts dans la saison. Donc là, il faut se dire que les objectifs, les ambitions, on n'arrivera pas à les atteindre si on continue avec McCourt et malheureusement Longoria, parce que cet été, voilà, si on fait une Coupe d'Europe, si on fait une Ligue des Champions, ça ira peut-être, on aura un budget pour recruter, peut-être. On aura peut-être une équipe correcte, au moins pour la Ligue 1, pour faire le podium. En Coupe d'Europe, je ne pense pas qu'on y arrivera tant qu'il n'y aura pas un rachat du club. Si on n'est pas en Coupe d'Europe, alors là, je peux vous dire que ça sera terrible l'année prochaine. Là, je me lance pour l'année prochaine. Bon, on va arrêter sur les ambitions de l'année prochaine et je reviens pour cette saison. On va revenir sur un gros accident qu'on a eu cette saison, c'est celui-là. Voilà, donc le touriste à 450 € par mois. Donc 450 000 € brut, bien sûr. Bon, allez, brut ou net, c'est pareil, hein, il touche 350, 370, je ne sais pas combien c'est en net, pardon. Mais il touche quand même pas mal d'argent pour ne pas jouer finalement, pour être un touriste. Alors, le bilan n'est pas mince, vous avez en gros, ni maigre, il est squelettique à l'image de sa saison, 563 minutes seulement, étalées sur 15 rencontres, ou de ses statistiques, aucun but, aucune passe décisive pour Joaquin Correa. Et vous avez derrière le détail ici en texte. Si vous voulez le lire, je vous l'ai mis là. Voilà, mettez une pause, lisez-le. Sinon, je vous le lis vite fait. Allez, je vous le lis vite fait. Le prêt avec une option d'achat à 10 millions d'euros qui deviendrait automatique en cas de podium n'est donc, sauf retournement de situation, plus d'actualité. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait le bilan du classement, n'oublions pas, l'OM est 7e. Pour revenir sur les 3 premiers, c'est plus possible. On a 10 points de retard sur Monaco. 10 points en 7 rencontres, c'est pas possible, c'est rédhibitoire. Voilà, il ne nous reste que la 4e place pour se qualifier en Ligue des Champions. Et là, si on se qualifie en Ligue des Champions, on devra payer 10 millions d'euros à l'Inter Milan. Je continue. Plus d'actualité. Cela dit, Tuku est encore dans l'effectif pour 1 mois et demi. Mais depuis sa sortie sur blessure cheville contre l'Ajax, le 30 novembre dernier, puis son retour le 27 janvier, il n'a disputé que 4 bouts de match pour 21 petites minutes de jeu hors temps additionnel. Le bilan n'est pas mince ni maigre, c'est ce qui est écrit en haut. Il est squelettique à l'image de sa saison 563 minutes seulement étalée sur 15 rencontres, ou de sa statistique, aucun but, aucune passe. Ce n'est pas l'arrivée de Jean-Louis Gasset, parce qu'on pensait qu'avec un nouveau coach, ça pouvait changer, qui a changé le cours de son aventure provençale. Sous les ordres de septuagénaire, il n'est entré qu'une fois, alors que le score était de 4-1 pour l'OM à Clermont. Correa ne devrait rester pas très longtemps encore à l'OM. Son transfert définitif est conditionné à une qualification en C1. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet-là? C'est un accident industriel, comme on le dit. Voilà, donc du pognon balancé à tout va. Voilà, donc malheureusement, ce salaire-là, on l'aurait pu le donner sur une augmentation pour Alexis Sanchez, par exemple. Voilà, je dis un exemple. Peut-être qu'il ne voulait pas rester finalement, peut-être qu'il voulait faire la Ligue des Champions. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus. Apparemment, au début, la raison principale du fait que Sanchez ne reste pas, c'était dans le fait qu'il ne rentre pas dans les plans de jeu de Marcelino. Ce n'était pas vraiment dans le plan de jeu du salaire ou autre chose. C'est ce que j'avais entendu. Allez, on continue les amis et on arrête avec les ambitions ici et là. Et on continue avec une bonne information. C'est Pape Diouf, itinéraire d'un gentleman projeté ce soir au cinéma Le Prado. Donc ce soir, pour ceux qui habitent sur Marseille, à l'occasion du 4e anniversaire de la disparition de feu Pape Diouf, emporté par le Covid en 2020, le fonds de dotation créé en son nom et le réalisateur Apis Ondo organisent une soirée en sa mémoire à Marseille. Elle aura lieu ce soir au cinéma Le Prado, 36 avenue du Prado, 13 006 pour le code postal, à 19h. Donc à 19h ce soir, un documentaire retraçant la trajectoire du franco-sénégalais intitulé Itinéraire d'un gentleman sera diffusé. Ce film retrace l'histoire de sa vie, de son enfance à Dakar à son passage à l'OM. Il met l'accent sur sa trajectoire extraordinaire. Simple coursier dans les années 70, journaliste, autodidacte, plusieurs fois primé, agent de joueur respecté en Europe et en Afrique, et finalement président de l'OM. Un parcours exemplaire qui s'est construit sur ses principes de vie, qu'étaient pour lui l'honnêteté, le respect et l'humanisme. Inspire
insiste le fonds de dotation. Des images inédites tournées dans les coulisses de la campagne municipale en 2014 seront également dévoilées. Le nombre de places est limité. Tarif 5 €. Réservation, vous avez le lien du site. Vous ne pouvez pas cliquer dessus sur le téléphone. Donc si vous voulez y aller, regardez, il y a le lien du site. Faites une pause et lisez en bas. Fondation Pape Diouf, réservation HTTP. Voilà. Et voilà les amis. Allez, une grosse pensée à Pape Diouf, même si c'est pas le jour, mais on pense à lui. Allez, maintenant partons sur le sportif, le vrai sportif les amis. Et partons, c'est ce qui nous intéresse, les retours de blessures. Pas de souci pour Léo Balerdi après sa sortie face au PSG. Il était présent aujourd'hui à l'entraînement. Voilà, je vous l'ai dit dans le live d'hier sur Twitch. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me voir en live, ce soir, je suis sur Twitch encore. Vous avez les liens dans la description. N'hésitez pas à venir, on passe de moment. On parle de l'OM, on va commenter un match, même si c'est pas l'OM. Mais on parle de l'OM, on s'en fout des autres équipes. Allez, on continue. Donc, Léonard Balerdi, normalement, sera donc titulaire ou alors il sera possiblement titulaire pour le match face à Lille. Voilà, donc pourquoi il est sorti face à Paris? C'est parce qu'il avait des blessures à la cuisse, au quadriceps. C'est pour ça qu'il est sorti. C'est pas vraiment ses adducteurs, même s'il avait des douleurs aux adducteurs et il s'était infiltré avant la rencontre. Allez, infiltré, c'est-à-dire il prend une picouse. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. On continue avec un autre défenseur, celui de Samuel Gigot aussi, qui sera normalement à Lille. Donc on a au moins 2 défenseurs centraux. Donc on est déjà armé en défense centrale. Exit Meïté, n'oublions pas qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison. Et exit Chancel Mbemba, même si c'est moins grave qu'on le croit, parce qu'on va voir juste derrière. Voilà les amis, donc Chancel Mbemba ne souffrirait que d'une contusion au genou gauche. Le staff médical se donne encore 48 heures pour affiner le diagnostic. Il devrait cependant être forfait pour Lille-OM ce vendredi selon l'équipe. Ça date d'avant-hier, pardon. Mais je vous tiens au courant de toutes les blessures. Alors, InfoM, non, c'est pas InfoM, c'est TeamOM. Ils nous disent, non, c'est pas là qu'ils nous disent, mais c'est pas grave. J'ai vu traîner quelque part dans les réseaux que logiquement, l'IRM qui devait être passé pour voir un petit peu plus précisément si ça peut être une plus longue durée ou pas, et ben ça a été passé soit hier, soit ça passera aujourd'hui. Soit on sera au courant ce soir, enfin aujourd'hui, soit on sera au courant demain peut-être si ça se passe aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on sera au courant de la disponibilité de Chancel Mbemba pour la défense. Pour Gigot, je reviens sur Gigot. C'était la blessure à l'épaule. Il s'était fait infiltrer avant la rencontre au MPG. Il a pu jouer en fin de match. Mais là, maintenant, il y a une semaine de repos. Il devrait être là, disponible pour le match face à Lille. Concernant le match à Lille, je vous ai fait une compo probable selon moi, voilà, de ce que va annoncer Gasset, ce que va aligner Gasset, pardon. Donc ça ressemble un petit peu à celle qu'on a vue face à Paris. Exit par contre Enrique, je pense qu'il mettra un Moumbagna, ça c'est mon avis. Donc je vous fais la compo, donc c'est un 4 de losange ou 4-3-3 selon NDI quand il est plus haut, quand on attaque, ou alors quand il redescend dans le jeu pour être un petit peu en système de numéro 10. Vous voyez ce que je veux dire? En profil de numéro 10. Alors, Lopez au gardien. Ulysse Garcia côté droit. Pour l'instant, Murillo est blessé jusqu'à la fin de saison ou pas loin. Jonathan Klaus, c'est pareil, on va dire 2-3 semaines encore peut-être. Et après, voilà, donc on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix puisque Chancel Mbemba n'est pas là non plus. Donc sinon, il y aurait eu Chancel Mbemba, mais il n'est pas là. Donc Ulysse Garcia côté droit. Samuel Gigot qui revient en défense à la place de Chancel Mbemba. Leonardo Balerdi qui sera là. Et Quentin Merlin au côté gauche. Voilà pour la défense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des compos autres en tête avec les joueurs disponibles, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir Unai, si vous voulez voir Pape Gay, si vous voulez voir Enrique. Faites-moi votre propre compo dans les commentaires. En attendant d'avoir les retours des blessures. On ne sait jamais. Pour le milieu de terrain, je vous ai mis en point de basse Kondogbia, Verretou et Harit à la même hauteur, même si on sait que Harit sera un joueur plus offensif, quoique, parce que Verretou marque plus de buts qu'Harit, les amis. Donc Verretou et Harit dans la création et dans l'apport offensif, et Kondogbia dans le sentinelle qui recale entre les défenseurs ou qui aide un peu plus le côté défensif. NDI, donc en pointe, qui recale dans le jeu pour être numéro 10, derrière 2 attaquants qui repiquent dans l'axe, que seront Aubameyang et Moumbagna. Voilà pour la compo qui devrait être, voilà, moi je pense qu'on devrait être pas loin de cette compo-là pour ce vendredi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une belle équipe, un beau 11 ou pas, ou si vous avez mieux, faites-le de votre côté. Concernant le match, nous avons l'arbitre, c'est Bastien De Chépi. Voilà, un arbitre qui n'a pas beaucoup arbitré dans sa carrière à l'Olympique de Marseille, puisque vous voyez qu'il a arbitré 2 rencontres de match pour 2 victoires. Donc voilà, du 100%.
2 matchs en plus, les 2 contre l'Orient. Donc le dernier match, c'était le 14 janvier 2023, donc ça fait plus d'1 an. 3-1. Donc, et le match d'avant, c'était encore contre l'Orient. Donc 2 matchs contre l'Orient, cette fois c'est contre Lille. C'est un autre standing. Voilà les amis, n'hésitez pas à réagir si vous voulez réagir. L'arbitrage qui a été très important face à Paris. Je voulais réagir dans la vidéo d'hier, mais j'ai pas pu le faire. C'est pas grave. On l'a vu, ce qui s'est passé. J'ai réagi dans le débrief à chaud et ça suffit amplement. Voilà, faut pas rester 150 ans sur l'arbitrage, sinon ça fait trop chouineuse à mon goût. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi? Avec une bonne nouvelle pour Pierre-Emerick Aubameyang et Chancel Mbemba qui sont nominés pour le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison. A noter que le Congolais l'avait déjà gagné l'année dernière. Et oui, Chancel Mbemba l'avait gagné l'année dernière. Est-ce que Chancel Mbemba va le gagner encore cette année? Ou alors Pierre-Emerick Aubameyang? Qui va gagner entre les deux? Et peut-être aucun des deux. Je ne vous fais pas la liste de tous les joueurs de Ligue 1. Mais selon vous, entre Mbemba et Aubameyang, qui le mérite le plus? Moi, pour ma part, à l'heure actuelle, j'ai envie de mettre PEA devant. Légèrement. Voilà, légèrement. Allez, n'hésitez pas à me dire votre avis. Donnez votre avis, les amis. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec les jeunes cette fois-ci pour terminer la vidéo. Et restez jusqu'à la fin. Il y a un petit bonbon, un but qui s'est déroulé pendant cette nuit là, parce que je le fais tardivement, mais pendant cette nuit, un but d'un ancien Marseillais. Voilà, un ancien Marseillais. Allez, pour les jeunes, la demi-finale de Gambardella entre Reims et l'OM, prévue le week-end du 4-5 mai, est à la même date que Reims-OM en Ligue 1. Donc c'est particulier, hein. Le Reims-OM de Gambardella, le Reims-OM de Ligue 1, c'est le même week-end. Le club champenois de Reims travaille pour que le match se dispute au stade Auguste Delaune et pourquoi pas en levée de rideau de Ligue 1. Donc pourquoi pas faire sur le même stade le match de Gambardella à 18 h par exemple et le match de Ligue 1 juste après, pourquoi pas, ou avant 18 h parce qu'on ne sait jamais si ça va en prolongation, les pénaux, donc pourquoi pas 16 h ou 17 h pour les jeunes de Gambardella et derrière le soir, pourquoi pas le match de Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait pas mal quand même. Cela dit, il y a un autre problème, parce que l'OM est toujours en Europa League. Ce double Reims-OM ne pourrait toutefois avoir lieu que si l'OM ne dispute pas les demi-finales de l'Europa League, programmées le 2 et 9 mai. Si jamais les pros, c'est-à-dire si l'OM gagne contre Benfica, passe l'Obstal Benfica, ils ne pourront pas jouer le samedi et aucun match n'a lieu le dimanche 5 mai. Et oui, le dimanche 5 mai, c'est pas... Et oui, c'est Furiani, les amis, selon la Provence. Allez, on enchaîne les amis avec encore les jeunes. Cette fois, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Plusieurs joueurs du centre de formation sont approchés par différentes sélections nationales. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais derrière, il intéresse aussi des clubs qui attendent le bon moment pour rafler la mise. Donc il y a des clubs européens qui s'intéressent à nos jeunes de la Gambardella. Donc vous voyez Gaël Lafont là, il y a peut-être Sternal que vous voyez à gauche, les Bezaf, je crois, comment il s'appelle exactement, Selami, Bacola, voilà, tous ces jeunes-là, ils sont prospectés, ils sont surveillés par d'autres clubs européens. Et attention, il faudra les blinder, ces jeunes, parce que s'ils réussissent à gagner la Gambardella, c'est que la deuxième de l'OM, n'oublions pas, de l'histoire, ça serait important de les garder et pourquoi pas les lancer au compte-gouttes l'année prochaine ou l'année d'après. Moi, je pense que l'année prochaine, il y aura un ou deux qui vont peut-être émerger en pro. Je vois bien un Sternal avoir du temps de jeu, peut-être en Coupe de France. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous voyez un jeune des Gambardella émerger l'année prochaine? Et lequel voyez-vous? Allez, j'enchaîne encore avec les jeunes. Non, c'est terminé les jeunes, puisque c'est Jonathan Klaus. Une mauvaise nouvelle, il a été cambriolé, vous le savez. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour le fait qu'il va partir. C'est la deuxième fois qu'il se fait cambrioler. Déjà, on le sait qu'il était en instance de départ parce qu'il n'a pas prolongé. Mais là, c'est vraiment rédhibitoire à mon avis. Avec 2 cambriolages en plus, en 4 mois, c'est vraiment rageant et insécurisant, comme il nous dit Timo officiel. Heureusement qu'on avait pris le réflexe de faire garder Praline, leur chien, les soirs du match, a écrit sa campagne sur Instagram. Moi, je pense personnellement que Jonathan Klaus, pour cette raison supplémentaire, il devrait partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense que il y a des joueurs qui en ont marre peut-être de devoir subir ces choses-là, que ce soit sur Marseille, même sur d'autres villes, hein, parce que ça se passe aussi chez les Puputes, ça se passe dans d'autres villes, mais sur Marseille, bon, bah, on a l'habitude de voir ça, et c'est bien dommage. Allez, maintenant je vous montre le bonbon. Les amis, le bonbon d'André-Pierre Gignac cette nuit. Allez, 5,81, bam. Allez, regardez le centre, la tête et le golasso. Golasso, André-Pierre Gignac. Bam, voilà, il tire la langue et je vous montre pas la suite parce que j'ai pas envie d'avoir des droits d'auteur.
Allez, on termine avec quoi? Avec l'E-Ligue 1. L'E-Ligue 1 qui joue ce soir. L'OM E-Ligue 1 qui joue ce soir à 20 h sur Twitch. Vous pouvez voir sur la chaîne Twitch de Ligue 1. Vous tapez Ligue 1, chaîne Twitch, et vous avez le match de Nantes-OM ce soir. Donc les deux joueurs marseillais, j'ai oublié leur nom, joueront ce soir à 20 h pour pourquoi pas remonter sur le podium, parce qu'actuellement au classement, ils sont 4e derrière les Parisiens avec un match de retard. Vous voyez, ils ont 11 matchs joués. Avec 12 matchs joués, les Parisiens ont le même nombre de points. Donc, en cas de victoire des Olympiens, ils passeraient devant les Péputes et ils reviendraient à quelques points de Lorient. Pour l'instant, Lorient qui est un peu échappé avec 23 points. Et les premiers, c'est Lyon, cette année, 25 points. Je vous rappelle que pour les playoffs, pour être, pourquoi pas, champion de France cette année et toutes les années précédentes, il faut être dans les 6 premiers sur la saison régulière. Pour l'instant, ils sont 4e. La 7e place est à 16 points. Il y a 2 points d'écart, donc il ne faut pas perdre. Hein. Ce soir à Nantes, il ne faut pas perdre. Les Nantais qui sont 10e, ils veulent, pourquoi pas, récupérer une place et monter dans les 6e, dans les 6 premiers. Voilà, les amis, où nous en sommes. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme moi. Moi, j'ai apprécié la faire avec vous. Merci de me donner de la force encore une fois. Le like, le commentaire, réagis à tous les sujets. Et si ça t'intéresse de me voir, comme je te vais le répéter encore une fois, en live, ce soir, 20 h 30 sur Twitch. Tu as le lien dans la description sous la vidéo. Tu vois SimpliSeb, tu cliques dessus. Si tu as un compte Twitch, eh ben, tu viens, tu t'abonnes, tu mets la cloche. Ça fait toujours plaisir. Ah, les amis, on se retrouve demain. Demain, pareil, vers les mêmes horaires, à peu près 6 h, 6 h 30. Voilà, pour ceux qui se lèvent tôt, qui vont travailler. Bon courage à tous ceux qui vont travailler. Bon courage à ceux qui vont à l'école le mercredi. Je ne sais pas si vous avez cours, mais on s'en fout. Voilà, bon courage à tous ceux qui vont se lever tôt pour gagner un petit peu d'argent ou aller à l'école pour étudier. Et bonne journée à tous les enfants, toutes les femmes, tous les vieux, tous les vieilles. Tout le monde, les amis. Vive le foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM!